Monsieur Flavien Dupuis, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir pour votre livre que vous avez publié aux éditions du CERF, Le Lion de France, donc biographie consacrée à Louis VIII. C'est une figure qui est malheureusement méconnue parce que vous le rappelez au début de votre livre, dans l'introduction. C'est pas facile d'être le fils de Philippe Auguste, l'époux de Blanche de Castille, le père de Saint-Louis et d'avoir un règne assez court de plus ou moins 3 ans, 2000 jours. Pour les personnes non averties, est-ce que vous pourriez prendre la peine de nous présenter Louis VIII, s'il vous plaît? Alors, merci d'abord de m'avoir invité à participer à votre émission. Vous avez déjà dit l'essentiel, en fait, c'est-à-dire que vous l'avez situé dans la généalogie des grands rois capétiens. Il est le fils de Philippe Auguste, de Philippe II Auguste, et le père de Louis IX, Saint-Louis. C'est un prince qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de la royauté capétienne. C'est-à-dire on est à peu près 2 siècles et demi après le couronnement du Capet, donc le premier des Capétiens directs. Et à partir de là, à partir de ce couronnement qui marque vraiment une date historique dans l'histoire de notre pays, vous avez une succession de rois qui se transmettent la couronne de père en fils, et ce pendant 3 siècles et demi. Donc Louis VIII est l'un d'entre eux. Il règne de 1223 à 1226, hein, c'est assez court, à peu près 1200 jours. On est au début du XIIIe siècle. C'est une époque où il se passe un tas de choses extrêmement intéressantes, extrêmement dimensionnantes pour l'histoire de la France. En plus de ça, vous avez tout un... C'est l'époque aussi, c'est une époque qui est très riche en personnages illustres de toutes parts, hein. Il y a évidemment les trois personnes que vous avez rappelées, qui sont en général connues du grand public, mais c'est aussi l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, hein, qui meurt au début du XIIIe siècle. C'est l'époque où la cathédrale Notre-Dame de Paris est en train d'achever sa construction. C'est l'époque où le trône de Saint-Pierre est occupé par un pape, Innocent III, qui est un pape extrêmement imbu du pouvoir de l'Église. Et donc, tout ce petit monde, il y a Jean Santerre, évidemment, le frère de Richard Cœur de Lion, j'oubliais. Et donc, toute cette galerie de personnages illustres forme une sorte de scène et de décor et de personnages qui donne à la pièce, si je puis dire, côté extrêmement intéressant. Donc, c'est ce que j'ai essayé de rendre compte dans ce livre, d'essayer de propulser un peu ce personnage qui n'était pas connu dans un décor et dans un milieu social qui pour le coup, parlait aux gens. Donc voilà, Louis VIII, en 2 mots, c'est un grand roi capétien, méconnu. Alors, comme vous l'avez dit, l'époque, elle est riche parce que c'est la période où Philippe Auguste s'affirme à la fois à l'intérieur et dans le domaine extérieur par rapport à nos rivaux, les Anglais ou déjà les princes germaniques. Mais pour en venir à Louis VIII, qui à l'époque n'est que Louis, il y a un drame dans sa vie et vous en parlez, c'est il perd sa mère à 2 ans. Voilà, alors à 2 ans et demi, en 1190, donc sa mère, Isabelle de Hainaut, décède en mettant au monde 2 jumeaux. Il faut savoir que Louis, le petit prince Louis, donc, qui est l'aîné de Philippe Auguste et d'Isabelle de Hainaut, n'a pas de frères et sœurs à l'époque. Il n'en aura plus jamais, en tout cas en ligne directe, de Philippe Auguste, puisque Philippe Auguste se mariera avec Agnès de Méranie. Il aura un demi-frère, hein, qui s'appelle Philippe Urpel, mais Louis VIII restera le seul fils de Philippe Auguste. Donc c'est un drame à la fois humain, mais également politique, parce qu'on est à la fin du XIIe siècle. Le roi Philippe Auguste s'apprête à partir en croisade. Il part en 1190 avec Richard Cœur de Lion en croisade, et donc il laisse le royaume à sa mère, qu'il déteste d'ailleurs, mais il n'a pas vraiment le choix, hein. Il laisse la régence en son absence, et il n'a qu'un seul héritier qui a 2 ans et demi. Et autant jusqu'à présent les Capétiens ont eu la chance, on parle même de miracle capétien, d'avoir justement cette descendance de père en fils et cette transmission de la couronne qui n'a été contestée par personne depuis 987 et l'élection du Capet, mais c'est, je dirais, une prise de risque permanente, a fortiori quand vous quittez le royaume pour partir dans une expédition aussi risquée.
et avec une succession aussi peu assurée. Donc voilà, un drame effectivement personnel, un drame politique, mais qui déjà place un petit peu le décor, si je puis dire, puisque l'histoire de la royauté capétienne, ça n'est rien d'autre que l'affirmation progressive d'une souveraineté aux mains une seule et même famille. Oui, très bien. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand j'étudie les personnages de l'histoire, c'est notamment leur enfance, leur cadre social, leur instruction, qu'elle soit religieuse ou politique ou culturelle ou intellectuelle. Et là, pour Louis VIII, on est un petit peu embêté, parce que vous le dites vous-même, les sources ne sont pas abondantes. Alors, est-ce que vous avez réussi, alors même si je connais la réponse parce que j'ai lu votre livre, mais pour les auditeurs, pour leur donner envie de lire le livre, est-ce que vous avez réussi justement à trouver des éléments pour qu'on puisse comprendre dans quel cadre il a pu évoluer de l'âge de 2 ans jusqu'à sa majorité? Alors, sur la question plus générale d'abord des sources hein, dans lesquelles j'ai puisé, c'est vrai que quand on s'intéresse à un personnage qui est peu connu, les sources indirectes, c'est-à-dire les biographies qui elles-mêmes s'appuient sur les sources de l'époque, sur les chroniques, sont elles-mêmes assez peu nombreuses. Il y a notamment un chartiste de la fin du 19e siècle, qui est un ancien élève d'Ernest Lavis, qui s'appelle Charles Petit du Tailly, et qui a écrit une espèce de monographie très imposante d'environ 600 pages sur Louis VIII, et qui rassemble un petit peu toutes les sources qu'on connaît à l'époque. Alors, on peut quand même en savoir un petit peu plus, grâce notamment au chroniqueur de Philippe Auguste, puisque, comme vous l'avez dit, c'est effectivement un grand roi capétien qui naturellement attire sur lui un petit peu l'attention des chroniqueurs de son époque, et par transitivité, si je puis dire, il s'intéresse également à son successeur, à son fils. Alors, sur l'enfance de Louis VIII, on sait quand même, et c'est un premier détail qui est intéressant, que Philippe Auguste, évidemment, comme tous ses prédécesseurs, avait une cour itinérante, c'est-à-dire qu'il se déplaçait avec ses chevaliers, avec son administration, dans toutes les villes du domaine royal qui étaient capables de l'accueillir. Cette tradition qui est itinérante, elle perdure après Philippe Auguste, encore plusieurs siècles, mais d'ores et déjà, on sait qu'il réside un petit peu plus longtemps que ses prédécesseurs à Paris. Donc Paris, hein, qui est déjà la ville phare de la royauté franque et bientôt française depuis Clovis, mais qui auparavant était une ville comme une autre, en fait, hein, une ville qui abritait la cour royale comme pouvait le faire Senlis, Chartres ou d'autres. Là, Philippe Auguste décide, sans doute parce que la lutte contre l'Angleterre, qui a des fiefs tout près de la région parisienne, hein, dans le Vexin, on est à quelques dizaines de lieues de Paris, décide que la ville, en plus d'avoir une importance politique, a une importance stratégique. Et c'est donc Philippe Auguste qui construit notamment le Louvre, la forteresse du Louvre, hein, qui est un château fort en fait au début, qu'il place en aval de la Seine, c'est-à-dire face à la Normandie et face aux Anglais. Et donc, le prince Louis a eu une enfance très probablement majoritairement parisienne. Ce qui lui a donné l'occasion, au passage, d'assister à tous les grands travaux que Philippe Auguste a décidé de mettre en place, puisque comme Paris s'affirme toujours un petit peu plus comme capitale, il lui faut évidemment une parure qui soit à la mesure de sa réputation. Donc, il décide de faire paver les rues, il décide de faire construire une enceinte, il décide de rénover un certain nombre de bâtiments officiels, et donc le prince Louis est aux premières loges pour assister à ces travaux. Donc ça, c'était le cadre géographique. Après, sur le cadre, si je puis dire, éducatif, il se trouve qu'il se produit quelque chose de très intéressant avec le prince, parce qu'auparavant, on sait que les héritiers de la couronne de France recevaient une éducation assez rudimentaire, puisqu'on les destinait d'abord à être des chevaliers, hein, c'est-à-dire des combattants et des chefs politiques. On leur apprenait quelques rudiments de latin et de mathématiques, et ensuite on passait à l'éducation martiale, qui était leur vrai programme. Là, c'est différent. On sent que Philippe Auguste a souhaité que l'héritier du royaume de France, évidemment, soit un bon chevalier, comme tous ses prédécesseurs, mais également qu'il reçoive une éducation intellectuelle qui soit à la mesure d'un héritier. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il choisit de le confier directement aux soins des plus grands intellectuels de l'université parisienne.
ce qui était un choix qui n'était pas forcément évident au départ, parce que l'université, c'est évidemment l'élite intellectuelle et ecclésiastique, hein, les deux sont confondus à l'époque, et on découvre ce qui est très intéressant, par ailleurs, que tous ces gens-là, qui sont en général des chanoines ou des évêques, eh bien, ont des conceptions politiques bien à eux, qui ne sont parfois pas les mêmes que celles du monarque. Je vais citer un exemple qui est assez éclairant, je trouve, à ce sujet. Vous avez Guillaume le Breton, donc, qui est le chapelain de Philippe Auguste, qui est l'un chroniqueur majeur du règne. Il a notamment rédigé un poème en latin qui s'appelle la Philippide, qui est une ode à la gloire de Philippe Auguste, et grâce à laquelle, notamment, on a un récit circonstancié de la bataille de Bouvines. Guillaume le Breton est quelqu'un qui est, si je puis dire, tout à fait acquis aux conceptions capétiennes, c'est-à-dire, et là c'est important de le noter, une conception politique où l'approfondissement du pouvoir royal à l'intérieur du royaume prime sur la conquête extérieure. Vous avez d'autres intellectuels, vous avez par exemple Gilles le Parisien, qui vit à peu près à la même époque, qui a écrit un poème qui s'appelle le Carolinus, qui est une ode pour le coup à la gloire de Charlemagne, et qui là est un éloge de la conquête, de la flamboyance et du rayonnement culturel. La lutte entre ces deux modèles, un modèle capétien d'approfondissement patient de l'autorité royale à l'intérieur du royaume, et l'autre modèle, qui est ce que j'appellerais le modèle impérial, qui culmine dans Charlemagne, trace évidemment deux façons d'appréhender la royauté qui sont absolument opposées. Et donc le prince Louis a été mis au contact de ces deux traditions extrêmement tôt. Et on voit que Philippe Auguste, on pourra en parler tout à l'heure, s'il a eu avec son fils des relations parfois compliquées, même s'il a pu parfois voir en lui un rival, il n'a pas hésité pour le coup à le mettre au contact des plus grands intellectuels de son temps. Et il est très probable que cette éducation révolutionnaire ait eu un impact sur l'appétence qu'avait Louis pour les arts et pour les lettres. Alors, vous me facilitez la tâche avec ma prochaine question. C'est que dans votre livre, on voit, comme vous avez employé un mot qui est très fort, mais qui est intéressant, c'est que le Philippe Auguste a parfois vu son dauphin, enfin son héritier, le dauphin, comme un rival. Et au-delà de cette question dynastique ou politique, il y a aussi un élément qui me semble essentiel, c'est la dimension du caractère. Et là aussi, vous révélez, enfin, vous nous apprenez qu'en termes de caractère, le prince et son papa, donc le roi, sont aussi assez opposants en termes de caractère, ne serait-ce que par rapport aux femmes, à la religion, aux amusements divers et variés. Est-ce que vous pourriez là aussi en dire deux mots, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Là aussi, c'est vraiment frappant. C'est difficile de trouver, je pense, dans notre histoire, un père et un fils qui ont tenu une importance historique forte, aussi dissemblables sur le plan du caractère. Philippe Auguste, l'histoire en a fait, à raison d'ailleurs, un grand roi capétien, mais je dirais qu'il est plus, il ressort plus par son action politique, par sa fermeté face au pape et face à l'empereur, bref, par ses qualités politiques que par ses qualités humaines. On sait que c'était un roi assez bigot, c'est-à-dire qu'il donnait, il donnait la comédie de la foi, mais il est très vraisemblable qu'il ne croyait pas à grand-chose. Sur le plan de la foi, Louis, au contraire, est quelqu'un qui a toujours eu un rapport assez mesuré. C'est-à-dire que, comme on l'a évoqué, il est instruit par les plus grands théologiens de son époque. C'est un garçon qui n'est pas turbulent, qui écoute ses professeurs et même qui n'hésite pas à discuter en fait avec eux. Donc il s'intéresse. Mais à l'inverse, et là on entre en contraste avec un autre personnage illustre qui est Saint Louis. On ne verra jamais le prince Louis ou le roi Louis VIII tomber dans des crises mystiques dont Saint Louis, par exemple, était coutumier, qui a contribué d'ailleurs pour le coup à sa canonisation. Mais Louis IX, par exemple, décide
décide dans les années 1250, il tombe gravement malade, il guérit et donc il décide de se lancer dans une croisade d'ailleurs qui manque de lui coûter la vie et qui manque d'être désastreuse pour la couronne. Donc un rapport à la fois qui est plus exalté. Louis VIII, lui, a un rapport, je dirais, mesuré. C'est un homme dont la foi est très probablement sincère, mais qui ne laissera jamais un quelconque mouvement, un quelconque emportement mystique prendre le pas sur des considérations d'ordre politique, alors même que les circonstances auraient pu le permettre. Il part en croisade contre les Cathares en 1226, cette croisade d'ailleurs qui lui sera fatale. On l'a toujours vu agir dans le dans le respect des grands principes capétiens d'équilibre politique. Voilà, c'est un prince qui par ailleurs aime les arts. Il y est très probablement amené, alors par son caractère, mais également par son épouse, Blanche de Castille. Blanche de Castille qui vient d'une cour dont le roi Alphonse VIII, le roi de Castille, est un roi qui glorifie énormément les arts et notamment la poésie. Et Blanche, en arrivant au palais royal après son mariage avec le prince Louis en 1200, importe entre guillemets cette tradition. Elle importe la présence de troubadours. Et le prince Louis s'adapte très très bien à cette chose-là et devient avec Blanche une sorte de mécène qui n'hésite pas à faire venir des personnages très investis dans ce domaine. Donc l'un des plus illustres est Thibaut IV de Champagne, qui est, en plus d'être un grand seigneur, est également un poète. Pour en revenir au contraste avec Philippe Auguste, lui, est un prince, un roi qui s'occupe très très peu de ces choses-là. Il n'a absolument aucune appétence pour les arts, absolument aucune appétence pour la poésie. C'est un roi qui est un politique à l'état pur. Et puis, dernier domaine qui est le rapport aux femmes. Et là encore, opposition absolue. Philippe Auguste est un roi qui a eu une vie sentimentale très mouvementée. Il s'est marié plusieurs fois. Ça lui a même valu d'être excommunié par le pape, puisqu'il se marie avec une princesse danoise, Ingeborg, qu'il répudie au lendemain de la nuit de noces. Et c'est un roi qui, à côté de ses épouses officielles, collectionne les conquêtes et les maîtresses. Pour le prince Louis, c'est l'exact opposé. C'est un roi qui a toujours été fidèle à son épouse. En tout cas, aucune chronique officielle ne révèle une quelconque infidélité, un quelconque bâtard, une quelconque aventure. Il y a cet épisode qui mérite quand même d'être rappelé, c'est que à la toute fin de sa vie, lorsqu'il revient de la croisade dans le Languedoc, croisade victorieuse, il a rattaché le Languedoc au domaine royal, il est frappé de dysenterie, et donc il s'arrête à l'abbaye de Montpensier en Auvergne. Et là, alors qu'il est à l'article de la mort, l'un de ses chambellans lui propose de faire l'amour avec une jeune vierge, pensant que l'acte sexuel va lui redonner un surcroît de vitalité. Ça n'a rien de farfelu à l'époque. On avait des remèdes qui étaient autrement plus exotiques. Et là, le roi Louis VIII, qui vit ses derniers instants, refuse, car il ne veut pas, d'après ce qu'il dit, se présenter devant Dieu en état de péché mortel. Donc, il refuse l'offre qui lui est faite, il demande à ce que la jeune fille soit bien mariée et bien dotée, et donc il meurt quelque temps après. Voilà. Donc, vous avez sur ces trois points le rapport à la foi, le rapport aux femmes, et puis le rapport aux arts, un contraste quasi parfait entre le père et le fils. Alors, comme vous l'avez dit dans votre livre, le contexte géopolitique d'alors est quand même passionnant. Dans l'entretien, là, vous l'avez rappelé, il y a la lutte contre le pape et l'empereur. Il y a aussi la lutte contre les Plantagenets. Là aussi, petite parenthèse, mais relations difficiles, parce que les Plantagenets sont à la fois vassaux du roi de France, mais ils sont également suzerains dans leur propre domaine. Donc, ça fait une espèce d'ambiguïté. Les rapports ne vont pas être faciles et même vont être très compliqués. Et dans votre livre, il y a un passage qui est très connu, c'est le fameux Dimanche de Bouvines. C'est l'une des grandes affaires de Philippe Auguste. Et Louis va participer, mais son rôle est un peu moins connu parce qu'il va agir sur un théâtre
d'actions qu'on peut qualifier de secondaires. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Oui, alors c'est vrai que l'épisode de la bataille de Bouvines est un épisode qui occupe une place particulière dans notre histoire et je dirais dans la façon dont notre histoire est racontée. Vous avez par exemple Jacques Bainville qui, au début du XXe siècle, en fait par exemple l'une des premières grandes batailles où les Français se sont battus contre les Allemands. Bon, la réalité historique, elle est un petit peu plus subtile, puisqu'en fait, effectivement, le roi de France, Philippe Auguste, affronte certes l'empereur d'Allemagne Otton IV, mais c'est un empereur qui est excommunié. C'est un Brunswick, donc c'est quelqu'un qui est originaire du nord de l'Allemagne, qui a avec lui essentiellement des Saxons, des gens de l'Allemagne du Nord, et puis des Brabançons et des Flamands. Donc, c'est pas non plus la France comme nation contre l'Allemagne comme nation. On en a fait par ailleurs effectivement aussi la date de naissance du sentiment national français et il est tout à fait exact que cette bataille de Bouvines, qui est l'une des premières grandes batailles rangées de l'Occident du début du deuxième millénaire, a mis, comment dire, intervenait dans une situation de péril pour le royaume qui était telle qu'effectivement une sorte de cohésion s'est formée au sein des chevaliers et au sein du royaume contre l'ennemi commun. L'hypothèse que j'ai faite dans mon livre, c'est de replacer cette bataille de Bouvines dans un contexte plus large, qui était le contexte d'une coalition qui avait été montée dès la fin de l'année 1213 par un certain nombre de royaumes extérieurs qui, pour des raisons d'opportunité, on va dire, s'étaient ligués contre la France. Alors, vous aviez, premièrement, l'âme de cette coalition, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, dont on a parlé tout à l'heure, le frère de Richard Cœur de Lion, qui a été dépossédé de la Normandie par Philippe Auguste au début du XIIIe siècle, à l'issue d'une campagne éclair, où il a quasiment tout perdu. Ce qui a permis d'ailleurs au passage à Philippe Auguste de rattacher la Normandie au domaine royal, si bien que le roi d'Angleterre conserve encore quelques fiefs dans le Poitou et en Guyenne, en Aquitaine, mais il a perdu ses principales bases de débarquement normandes, qui sont les plus proches de Paris. Malgré tout, il n'a pas renoncé à reconquérir ses anciens fiefs. C'est un roi qui, par ailleurs, a de l'argent. C'est un roi qui, également, et ça a été quelque chose d'assez frappant lorsque j'ai écrit ce livre, c'est un roi qui est issu d'une famille qui, traditionnellement, a des liens familiaux très forts avec les empereurs d'Allemagne. Pour des raisons géopolitiques assez simples, c'est que le commerce anglais se fait principalement en Flandre et avec l'Allemagne du Nord. Et donc, les rois d'Angleterre, et ça date de Guillaume le Conquérant, ont tissé des liens d'amitié avec les principales familles impériales qui sont très forts. Vous avez par exemple au XIIe siècle donc Henri Ier Beauclerc, le dernier fils de Guillaume le Conquérant, qui s'allie avec l'empereur d'Allemagne et qui menace du côté de Reims le roi de France. Bon, l'affaire se termine bien, Louis VI le Gros convoque ses vassaux et la coalition se défait. Mais voilà, ce rappel historique pour dire qu'il y a cette amitié anglo-impériale qui existe et qui, dans les années 1213-1214, commence à prendre en ampleur. Et vous avez sur le flanc sud le royaume d'Aragon qui, au sein des royaumes espagnols, commence à s'imposer à la fin du XIIe siècle comme une puissance montante. Et qui se verrait bien établir des liens de vassalité, voire même de conquête très forts sur le Languedoc, et qui par ailleurs a des liens forts avec Jean sans Terre. Donc vous avez une sorte de coalition tripartite, Angleterre, Empire, Aragon, qui se monte de façon quasi simultanée à l'orée de cette année 1213-1214. Alors, le premier acte se joue à la bataille de Muret en septembre 1213. C'est Simon de Montfort qui a pris la tête de la croisade contre les Cathares dans le Midi est en difficulté. Donc Pierre d'Aragon, qui est par ailleurs le suzerain du comte de Toulouse, Raymond, se présente à Muret, donc une ville au sud de Toulouse. Il est défait par Simon de Montfort, et donc c'est ce que j'appelle le premier acte
de cette campagne. Le deuxième acte, c'est l'acte qui nous intéresse dans la vie du prince Louis, c'est la bataille de la Roche-aux-Moines. Alors, comment cette bataille a-t-elle eu lieu? Bien, Jean Santerre a débarqué en février 1214 à La Rochelle, qui est son port de débarquement le plus proche de Paris. Il commence sa remontée vers Paris, et donc Philippe Auguste a quitté la capitale avec son fils, avec le gros de son armée. Il s'avance au devant de Jean Santerre, et il apprend quelques semaines après le déclenchement de cette campagne que l'empereur Othon IV, lui-même de son côté, a déclenché la troisième vague du plan de conquête, c'est-à-dire a commencé à marcher avec son armée vers le nord de la France. Et donc là, Philippe Auguste quitte son fils, il remonte vers le nord à la rencontre d'Othon, et il laisse, si je puis dire, les clés du sud-ouest au prince Louis, qui aura la charge de se confronter avec Jean Santerre. Il faut savoir que quand on examine un petit peu cette campagne dans sa globalité, l'ennemi principal à l'époque, c'est Jean Santerre, puisqu'il est l'âme de la coalition, il est celui qui distribue l'argent, et donc, d'une certaine façon, c'est un honneur particulier qui est fait au prince Louis, qui est entré en chevalerie, d'aller se frotter au roi d'Angleterre, qui est le roi qui dirige l'un des royaumes les plus puissants et l'un des plus unis de la chrétienté à l'époque. Et donc Jean Santerre, qui commence à remonter de La Rochelle vers Paris, met le siège devant la forteresse de La Roche-aux-Moines, qui est située à quelques kilomètres en aval d'Angers sur la Loire, qui est la clé en fait de l'accès à Paris par le sud-ouest. Et donc il commence le siège. Et Louis, du coup, commence à se diriger vers La Roche-aux-Moines. Le 2 juillet, il arrive en vue de la forteresse, et là, à la surprise générale, il pénètre en fait dans une plaine qui a été complètement vidée de ses occupants. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de bataille. Les troupes du roi Jean Santerre se sont débandées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu étonnant, ça n'est pas une bataille rangée comme a pu l'être Bouvines. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que Jean Santerre, en tant que suzerain du Poitou, n'avait amené d'Angleterre que très peu de troupes, et les troupes qu'il avait levées pour faire le siège de la forteresse de La Roche-aux-Moines étaient en réalité des troupes locales, des troupes qui avaient été levées auprès des grands seigneurs locaux, qui restaient effectivement vassaux de Jean Santerre, mais in fine étaient des vassaux du roi de France. Et donc l'héritier de la couronne se présentant devant eux à La Roche-aux-Moines, la plupart avaient préféré s'en aller. Donc Jean Santerre est parti piteusement du champ de bataille. Donc le 2 juillet 1214, le futur Louis VIII, sans tirer quasiment un coup d'épée, met en fuite l'une des principales menaces qui s'exerçait contre Paris par le sud-ouest. Et ça a donné lieu d'ailleurs à une expression qui est restée dans les mémoires qui s'appelle filer à l'anglaise, c'est-à-dire filer discrètement. Ça date du 2 juillet 1214 à La Roche-aux-Moines. Ce qui est paradoxal, c'est que cette action en fait a eu un impact assez important parce qu'elle permet de libérer une des, on va dire s'il y a une mâchoire qui est composée de deux parties, la deuxième partie est vaincue sans combat, comme vous le dites, sans tirer l'épée. Il y a quelque chose un peu de paradoxal. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que le prince Louis, il ronge un peu son frein parce que il venait d'être chevalier, il voulait vraiment se battre. Et en fait, c'est une victoire qui n'a pas le goût de la victoire, pour être tout à fait clair. Il n'a pas eu ni du sang ni des larmes. Donc, on sent un peu cette frustration et on sent aussi chez Louis cette volonté de régner. Et donc là, on fait un petit bond dans le temps, mais il y a quelque chose de méconnu, c'est que les rois de France auraient pu être également rois d'Angleterre. C'est-à-dire que Louis, est parti en Angleterre. Donc là aussi, vous racontez tout cela, les différentes péripéties, la chute finale du projet anglais. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que cette volonté de régner un peu trop vite a aussi accéléré ce projet anglais qui était quand même, lorsqu'on est dans le contexte, pas avec le recul des années dont on dispose, il était quand même assez mal ficelé et c'était quand même un peu... c'était un projet quand même très, très compliqué quant à la réussite finale. Alors, c'est rétrospectivement, les rois de France n'étant pas devenus rois d'Angleterre, il est tout à fait juste de se dire que le projet était mal ficelé. La preuve, c'est que l'opération s'est mal terminée. Quand on se place dans le contexte de l'époque, je crois qu'il faut avoir plusieurs choses à l'esprit. La première,
c'est que cette sorte de méfiance qu'avait Philippe Auguste envers son fils n'avait fait que décupler l'envie du prince Louis d'avoir une couronne. Faut bien voir que Louis VIII monte sur le trône à l'âge de 36 ans. Son père était monté sur le trône à l'âge de 15 ans, ce qui n'était pas forcément un atout. Hein. Les débuts du règne de Philippe Auguste, ça a été compliqué. Mais quand vous avez un prince héritier, effectivement, comme vous dites, qui ronge son frein, qui voit son père être victorieux dans une bataille extrêmement célèbre, qui voit par ailleurs, du côté de l'Espagne, les rois espagnols progresser dans la Reconquista à Las Navas de Tolosa en 1212, le roi Alphonse VIII, donc, qui est son beau-père, le père de Blanche de Castille, défait avec l'aide du roi Pierre II d'Aragon les Sarrasins, et donc avance un petit peu plus la reconquête espagnole dans la péninsule. Donc tout ça donne des idées au prince Louis. Il se dit, mais toute cette gloire qui pleut sur les autres, elle pleut sur tout le monde, sauf sur moi. Donc pourquoi est-ce que je n'aurais pas un petit peu ma part, puisqu'elle lui permet de tenir en respect Jean Santerre dans le sud-ouest et de l'empêcher d'aller renforcer les troupes de l'empereur à Bouvines. C'est quand même une bataille qui, au vu des canons chevaleresques de l'époque, le laisse un petit peu sur sa faim. Donc il a une envie de gloire, il a une envie de prestige, et les circonstances lui offrent, entre guillemets, une couronne sur un plateau. Pourquoi? Parce que Jean Santerre défait à La Roche-aux-Moines la coalition défaite à Bouvines en juillet 1214. Jean Santerre rentre piteusement dans son île et un certain nombre de barons entrent en révolte contre lui, sachant par ailleurs qu'il est excommunié par le pape à cette époque. Et l'excommunication en droit féodal lève théoriquement le devoir d'obéissance. Donc un certain nombre de barons commencent à se dire, mais ce roi Jean Santerre, qui en plus n'a absolument pas la carrure, la flamboyance de son aîné Richard Cœur de Lion, c'est un roi au petit pied, c'est un roi au rabais. Nous, on aimerait beaucoup mieux avoir un prince qui a prouvé sa valeur, qui a de l'avenir. Le prince Louis, de ce point de vue, leur apparaît comme un modèle beaucoup plus intéressant, sachant par ailleurs qu'il n'y a pas de problème de substitution en termes culturels, puisque les Plantagenets sont originaires de l'Anjou, ils parlent français entre eux, ils sont culturellement de même origine que les Capétiens, et d'ailleurs ils passent l'essentiel de leur temps dans leurs fiefs continentaux, pas à Londres. Donc la substitution d'un Capétien à un Plantagenet ne pose aucun problème. Et donc, sitôt défait la coalition à Bouvines, le prince Louis échafaude ce plan de conquête de l'Angleterre, qui met du temps quand même à se former, parce que le pape Innocent III, dont j'ai dit qu'il était effectivement très imbu du port de l'Église, voit d'un très mauvais œil cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le pape, en plus de disposer de son pouvoir spirituel, exerce une sorte de rôle de gardien de l'équilibre géopolitique en Europe. Il le fait notamment avec l'empereur du Saint-Empire, qui entre en querelle régulièrement avec le pape sur la possession de la souveraineté suprême. Hein. Il y a effectivement cette dichotomie entre le pouvoir spirituel du pape et le pouvoir temporel de l'empereur, mais le début du deuxième millénaire voit quand même une lutte acharnée entre ces deux personnages. Et donc, du point de vue du pape, avoir un roi capétien qui monte sur le trône anglais, c'est courir le risque, quand Philippe Auguste mourra, que les deux couronnes soient réunies. Et donc, vous auriez à l'ouest de l'Europe un royaume extrêmement puissant, parce que le royaume d'Angleterre, qui a hérité des traditions normandes, est lui aussi administrativement très évolué, très avancé, très centralisé. Et donc, vous auriez sur le flanc occidental de l'Europe un royaume hypertrophié et surpuissant. Et ça, le pape n'en veut pas. Donc voilà, c'est dans un contexte assez équilibré que le prince Louis se lance à la conquête de l'Angleterre. La première partie du projet se déroule, si je puis dire, comme à la parade, c'est-à-dire qu'il débarque à l'issue d'une tempête effroyable près de Douvres, il conquiert quasiment tout le sud de l'Angleterre, il rentre en triomphateur dans Londres, sans quasiment tirer l'épée là non plus. Il est accueilli par les foules de façon quasiment comme s'il était lui-même le roi.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire et dont on ne se rappelle pas forcément. On pense beaucoup quand on pense aux relations entre l'Angleterre et le continent à Guillaume le Conquérant, Guillaume d'Orange, en 1688. On oublie qu'en 1207, il y a un prince, un héritier direct de la couronne d'Angleterre, qui est entré en triomphateur dans Londres. Alors, la première partie du plan fonctionne très bien, puisque Jean sans Terre donc, est chassé de Londres. Et en fait, paradoxalement, le vent commence à tourner quand Jean sans Terre meurt. Puisque le déclencheur de cet appel des barons, c'était justement Jean sans Terre. Quand il meurt, la haine qui cimentait cette alliance, elle disparaît. D'autant plus qu'il laisse un héritier, le futur Henri III, derrière lui. Du coup, il n'y a pas de problème dynastique. Donc, le vent tourne à partir de cette mort. Beaucoup de barons commencent à faire des défections, à se regrouper autour d'Henri III. Et le pape refuse, ce qui est l'un des autres points majeurs de cet échec, le pape refuse de le sacrer roi d'Angleterre. Parce que l'archevêque de Canterbury, qui est soumis à Rome, est en accord en fait avec le pape. Et donc, Louis ne peut pas recevoir la couronne d'Angleterre. Donc, ça fait un double handicap. Il lui manque à la fois l'onction du sacre anglais et il a face à lui un héritier légitime qui commence à fédérer autour de lui les troupes qu'il avait ralliées au départ. Et donc, l'aventure se termine mal et en septembre 1217, il est rejeté à la mer. Oui. Et puis aussi un autre élément, donc on ne rentrera pas dans le détail, mais Philippe Auguste, là aussi, il joue sa propre partition, donc il aide son fils, mais un peu en sous-main. Louis n'a pas bénéficié vraiment de l'avantage diplomatique d'être le fils de Philippe Auguste. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant, là aussi, qui est peu connu et même qui est même passé sous silence. Alors vous en parlez, c'est qu'après la couronne d'Angleterre, lorsque Alphonse de Castille meurt, on propose là aussi la couronne. Enfin, il y a un parti qui se déclare en faveur de Blanche de Castille. Et là, c'est une nouvelle couronne un peu tombée du ciel qui peut se présenter à Louis. Alors vous donnez la réponse dans le livre, hein, mais c'est à vous de reparler. Quelle est la réaction de Louis? Il se précipite sur ce nouveau projet ou au contraire, il freine un peu des cas de fer, comme on dit? Alors non, il refuse. Et pour moi, cet épisode qui effectivement est passé sous silence est fondamental, je trouve, dans l'histoire à la fois du prince Louis et dans la façon dont la figure du roi Louis VIII s'inscrit dans la continuité capétienne. On a là un prince qui s'est brûlé les ailes lors de la conquête anglaise, qui a cru pouvoir coiffer la couronne d'Angleterre et qui a failli y laisser sa peau. Il laissait sa peau et il laissait l'honneur de s'aligner, ce qui n'est quand même pas rien. Et effectivement, en septembre 1217, l'héritier de la couronne de Castille meurt, un parti pro-français se déclare à la cour de Burgos et qui appelle le prince Louis. Donc, sitôt l'aventure anglaise terminée, il se voit proposer cette couronne de consolation, si on peut dire, il refuse. Il refuse alors même que l'affaire était mieux engagée que l'affaire anglaise, parce que le pape, pour le coup, n'y était pas forcément opposé, et que le parti pro-français qui s'était déclaré avait de solides arguments à faire valoir. Mais il refuse. Il refuse. Et l'hypothèse que je fais, qui peut être discutée, évidemment, c'est que par ce geste, par ce refus, qui aurait pu changer la géopolitique du roi capétien. C'est-à-dire que les rois capétiens, ce qui les caractérise, c'est vraiment l'extension progressive de leur pouvoir administratif, militaire, à l'intérieur d'un royaume dont les frontières sont assez peu mouvantes. Les aventures extérieures, les conquêtes, et notamment les croisades, sont moins leur tasse de thé que pour d'autres monarques. Et donc, l'hypothèse que je fais, c'est qu'effectivement, l'échec anglais a un petit peu converti, lui, aux conceptions capétiennes de ses ancêtres, et donc il attendra désormais que son tour vienne dans l'ombre de son père. Alors, on en parle très souvent parce que c'est un terme qui est connu d'un point de vue historique, même aujourd'hui. Alors, c'est pas notre sujet du jour, même en politique, on en parle encore suite aux attentats du 11 septembre, cette fameuse croisade de l'Occident. Et c'est vrai que quand on parle de croisade dans l'histoire, on pense souvent au Moyen-Orient avec la reconquête de Jérusalem. Alors, c'est un peu moins connu
en France, mais par exemple en Espagne, lorsqu'on parle de croisades contre les musulmans, bah, pour eux, les croisades, ça signifie aussi la guerre pour libérer les territoires espagnols, les royaumes d'Espagne. Mais là aussi, c'est passé sous silence, ou du moins c'est méconnu. Il y a également eu des croisades en France. Et la dernière grande affaire, on va dire, de Louis, à laquelle il se mêle, c'est cette croisade dans le Midi. Est-ce que là aussi, vous pourriez nous en dire deux mots, même si tout à l'heure, vous avez un petit peu défloré le sujet? Oui, alors, l'un des autres faits saillants du début du XIIIe siècle, c'est effectivement euh, l'apparition, l'irruption en fait du Midi de la France dans la géopolitique capétienne. Il faut bien savoir que jusqu'à présent, les Capétiens s'étaient absolument pas intéressés à ce qui se déroulait dans le Midi. Ce qui peut se comprendre parce que les Capétiens sont des Francs, donc c'est des Germains, des gens venus du Nord qui ont installé leur capitale à Paris, qui parlent des dialectes français de langue d'oïl et qui ont hérité des coutumes du droit germanique. Le Midi est complètement le décalque parfait, le négatif parfait du Nord, que ce soit sur le plan culturel, on parle des Languedoc, que ce soit sur le plan juridique, on est en pays de droit romain, de droit écrit, et même religieux en fait, parce que justement ce Midi qui est à la fois loin de Rome et loin de Paris, est une terre où l'hérésie, c'est-à-dire entendue au sens de contestation des dogmes officiels religieux, a plus de prise qu'ailleurs. Alors, il faut bien savoir qu'à cette époque-là, des hérésies, il y en a un petit peu partout en Europe, parce que la réforme grégorienne du Xe siècle et du XIe siècle commence à s'estomper, et donc des foyers de contestation éclatent. Un des foyers célèbres, c'est les Vaudois à Lyon, c'est-à-dire les disciples d'un marchand qui s'appelait Pierre Valdo, et qui se met à prêcher un retour à l'Église des premiers temps. Il est chassé de Lyon, il se réfugie dans les montagnes, notamment parce que les seigneurs locaux, sur l'injonction de Rome ou du roi, ou même de leur propre chef, prennent la lutte contre l'hérésie. En Flandre, notamment, la répression est très violente. Dans le Midi, l'hérésie s'enracine, notamment parce que c'est une province qui est éloignée du pouvoir central et qui est également éloignée de Rome. Et donc, en 1209, c'est la fameuse croisade de Simon de Montfort, le massacre de Béziers, qui installe dans le Midi un foyer de lutte permanent. Et donc, ce qu'on appelle croisade, en fait, ça n'est rien d'autre qu'une expédition armée qui est menée sous couverture de l'autorité spirituelle de Rome et qui vise à rétablir un certain équilibre au sein de la chrétienté de l'époque. Comme vous l'avez dit, ça s'applique aussi bien à la libération des lieux saints à Jérusalem qu'à la Reconquista espagnole. Et donc, excusez-moi, je vous coupe oui, 2 secondes. Très rapidement, pour cette affaire du Midi, alors on a bien compris le subterfuge diplomatique d'opération de maintien de la paix. Est-ce qu'on peut parler de guerre civile où le terme est trop fort enfin voilà, est-ce qu'on peut parler de guerre civile? alors si on parle de guerre civile pour le Midi, il faudrait parler de guerre civile pour quasiment toutes les opérations armées qui se sont déroulées au Moyen Âge, parce que comme je le disais, l'histoire de l'approfondissement du royaume capétien, c'est aussi la lutte entre les rois de France et les grands vassaux, duc de Bretagne, comte de Champagne, duc de Bourgogne, etc. Et donc, toute opération qui vise à installer durablement le pouvoir royal contre les ambitions des grands vassaux, je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre civile, mais c'est en tout cas une opération politique de rétablissement de l'autorité royale. On en a fait effectivement un côté guerre civile parce que vous avez sur ces événements du Midi un clivage culturel et juridique beaucoup plus fort que dans d'autres provinces françaises. Effectivement, vous avez cette opposition entre Simon de Montfort et sa troupe armée, qui sont essentiellement des gens qui viennent de l'Île-de-France, qui sont des Francs, et les habitants du Midi, qui parlent des dialectes qui n'ont rien à voir, qui vivent sous des régimes juridiques qui sont différents. Mais en réalité, ça n'est rien d'autre qu'une opération intérieure d'approfondissement du pouvoir royal. Oui. Et donc, c'est au cours de cette croisade que Louis va tomber malade et qu'il va finir par perdre la vie. Tout à fait. Alors, là encore, ce qui est assez fort, c'est de voir que
le prince Louis donc, est un roi qui aime manier un petit peu tous les outils qu'il a à sa disposition pour arriver à ses fins. On l'a vu à La Roche-aux-Moines, il triomphe sans quasiment tirer l'épée. Là, pour ce qui est de la croisade dans le Midi, il y a un événement qui se passe, c'est le siège d'Avignon. Oui, oui. Siège qui est long, qui est dur, qui est compliqué. Et la chute d'Avignon en 1226 eh bien, provoque toute une cascade de ralliements. C'est-à-dire que tout l'axe du Languedoc qui va d'Avignon jusqu'à Toulouse, Toulouse exclue, apprenant la chute d'Avignon, eh bien, se met à tomber dans l'escarcelle et à se rallier au domaine royal. Or, effectivement, ce siège, comme il est long, comme il se fait sous une chaleur étouffante, eh bien, est propice aux maladies. Et donc la dysenterie se déclare. Le roi Louis tombe malade quelques temps plus tard. Il a probablement contracté la dysenterie un petit peu plus tôt. Ça lui laisse quand même le temps d'aller recueillir les hommages des grands vassaux du Languedoc avant de commencer à se mettre en route. Et donc, il meurt à l'abbaye de Montpensier en 1226. Et vous avez cette prophétie, là encore, qui est extraordinaire. Le Moyen-Âge est une époque où circulent un certain nombre de prophéties, c'est assez courant à l'époque. Et il y avait notamment une prophétie qui disait au pied du mont du Ventre mourra le lion paisible. Alors, le lion, c'est le roi. Le surnom de Louis le Lion commençait déjà à circuler à l'époque. Lion paisible parce qu'il avait triomphé justement à La Roche-aux-Moines sans tirer l'épée, donc un roi qui est capable d'imposer sa puissance sans forcément faire couler le sang. Et donc le mont du Ventre, eh bien c'est le mont de la Panse et c'est l'abbaye de Montpensier. Et donc, alors là encore, l'épisode a quelque chose d'un peu fantastique, d'un peu merveilleux. Il meurt effectivement dans cette abbaye de Montpensier et la prophétie du coup devient vraie. Oui. Alors j'ai encore une ou deux questions à vous poser. J'aimerais vous citer pour finir sur une note, on va dire entre guillemets, joyeuse ou pourquoi pas philosophique et politique. Vous dites, ce roi, donc c'est en conclusion de votre ouvrage, hein, ce roi qui n'avait régné que 1200 jours, rejoignait dans l'éternité la cohorte à peine naissante des descendants directs du Capet. Un seul principe avait guidé jusqu'à présent ces monarques qui n'imaginaient sans doute pas eux-mêmes qu'ils seraient les fondateurs de la plus vieille famille royale d'Europe. Étendre le domaine royal, c'est-à-dire la terre où leur autorité directe trouvait à s'exprimer, jusqu'à le faire coïncider avec les frontières du royaume. Vaste entreprise d'approfondissement interne où prévalait le développement de l'autorité royale sur l'agrandissement par la conquête. Chacun d'entre eux, à sa façon, y avait apporté sa pierre. Louis avait apporté la sienne et elle était de taille. Le Poitou, le Languedoc, l'Artois faisaient à présent partie de la zone d'influence directe de la couronne de France. Est-ce que vous pourriez commenter ce passage rapidement, si possible? Ce passage, effectivement, résume, je pense, toute la vie du prince Louis. C'est-à-dire que vous avez là un roi qui a cédé momentanément à l'ivresse de la conquête. Il avait quelques excuses parce qu'il vit à une époque qui exalte par-dessus tout la bravoure au combat, les vertus chevaleresques. Il les pratique à sa manière. C'est un roi fidèle, c'est un roi chrétien. Et il l'a pratiqué jusque dans cette entreprise de conquête de l'Angleterre qui n'a pas marché. Et il a su, je pense, en tirer les leçons. Il a su refuser l'aventure de la couronne de Castille pour devenir un roi capétien dans l'acception la plus noble du terme, c'est-à-dire un roi qui préfère faire passer les provinces de son royaume sous l'autorité directe du roi. Vous avez cité le Poitou, effectivement, on n'en a pas parlé, mais juste avant de partir en croisade dans le Midi, il conquiert La Rochelle, c'est-à-dire qu'il ferme, c'est très important, l'une des deux principales portes d'entrée avec Bordeaux à l'invasion anglaise. Et effectivement, cette croisade dans le Languedoc qui rattache à la couronne, et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, une terre qui n'avait jamais été aussi différente culturellement, juridiquement, religieusement des autres terres qui avaient été rattachées à la couronne de France avant. Et vous avez là, dans ce geste, quelque chose de fondamental dans le processus d'unification du royaume de France au début du deuxième millénaire, où on voit bien que la France, l'unification de la France, c'est bien l'unification d'une diversité autour de l'État incarné dans la personne du monarque. Et c'est ce que j'ai essayé de rendre compte dans cette phrase que vous venez de citer. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet entretien vraiment passionnant. Donc, comme je le dis, hein, j'ai beaucoup apprécié votre livre écrit vraiment avec un réel souci
de pédagogie. Le livre est passionnant parce qu'on lit à la fois l'histoire de Louis VIII, et également il y a de belles évocations de Philippe Auguste, également du Royaume de France. Et je voudrais vous citer une dernière fois, puis on fermera l'entretien là-dessus. Peut-être cette brièveté de règne a-t-elle aussi l'avantage de laisser au lecteur le loisir de rêver sans entrave à ce qu'aurait pu être la destinée du roi Louis VIII si la dysenterie ne l'avait pas fauché au zénith de son règne. La mort, disait Malraux, transforme la vie en destin. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je vous remercie pour cet entretien qui m'a permis de parler un petit peu de ce sujet que j'aime, dont je souhaite qu'il soit plus connu parce que je crois qu'on peut finir là-dessus. Louis VIII est un grand roi méconnu pour de mauvaises raisons et il faut se pencher sur sa vie. Parce que comme vous l'avez dit, derrière sa vie, c'est l'entreprise de l'unification de la France qui se déroule sous nos yeux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Flavien Dupuis, Le Lion de France, l'histoire épique du roi Louis VIII aux éditions du CERF. Merci, monsieur. À très bientôt. Merci à vous.